Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le 18 mars au soir, lundi 18 mars, et je voudrais faire avec vous le point sur l'élection présidentielle russe qui s'est déroulée au cours des journées de vendredi, samedi et dimanche, pendant 3 jours, sur l'ensemble russe, le plus grand pays du monde, et qui a vu la réélection triomphale de Vladimir Poutine avec quelque chose qui tourne aux alentours de 87 à 88% des suffrages exprimés. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, et notamment dans les médias mainstream, et je voudrais vous donner mon point de vue, un point de vue fondé sur les réalités. Alors tout d'abord, la première chose qu'il faut dire, c'est que on a mis dans la tête des Français que Vladimir Poutine était le seul candidat, ou à peu près, et que ceux qui ont creusé un tout petit peu plus ont pu voir que la presse parlait de 3 autres candidats qui étaient qualifiés de pseudo-adversaires. Regardez cet article du magazine Le Point, juste avant l'élection, qui disait que Vladimir Poutine va être opposé à 3 pseudo-adversaires. Alors, quels sont les pseudo-adversaires en question ? En premier, Leonid Slutsky, qui est le candidat du Parti libéral-démocrate, en fait est un faux opposant. En tout cas, c'est présenté comme ça par le magazine Le Point. C'est assez exact, d'ailleurs. En tout cas, c'est un opposant un peu comme Édouard Philippe est un opposant à Macron, voilà, ou comme Ciotti, ou comme les dirigeants des Républicains sont des opposants à Macron, ou comme Glucksmann est un opposant à Madame Valérie Hayer de la liste Renaissance. Glucksmann étant de la liste du Parti socialiste, ils ont dit qu'en fait ils votaient la même chose. Donc en fait c'est un candidat qui est un opposant parlementaire, mais qui en réalité à tous les moments fatidiques soutient en effet Vladimir Poutine. Donc ça c'est le premier candidat. Le deuxième candidat, c'est le candidat du Parti communiste, deuxième candidat opposé à Poutine, le candidat du Parti communiste Nikolai Kharitonov, qui a 75 ans, qui est une vieille figure de la vie politique. Il est député à la Douma depuis 1993 et il est membre du Parti communiste russe depuis 2008. Il avait été candidat à la présidentielle de 2004. Il avait obtenu à l'époque 13,7% des voix face à Vladimir Poutine. Et comme on va le voir, en fait, il a connu une véritable bérésina électorale cette fois-ci. Et puis, le troisième candidat opposé à Vladimir Poutine, c'est un jeune de 40 ans qui s'appelle Vladislav Davankov, qui est un ancien homme d'affaires, qui est membre d'un parti nouveau, un parti libéral qui s'appelle Nouvelle Personne, et qui est vice-président de la Douma depuis 2021. Des 3 opposants à Vladimir Poutine, c'est en fait celui qui a le plus critiqué Poutine par rapport aux communistes ou par rapport à celui du Parti libéral-démocrate. En particulier, il a protesté contre le fait que le candidat Boris Nadezhdin, qui était un opposant notamment en partie à la guerre en Ukraine, avait été écarté du scrutin. Voilà. Donc déjà, première chose, il n'y avait pas un candidat, il y en avait 4. Voilà. Je fais tout de suite une petite remarque sur laquelle je reviendrai. Madame von der Leyen, lorsqu'elle a été élue présidente de la Commission européenne par le Parlement européen, c'est après avoir été sélectionnée par Macron et par Madame Merkel qu'il l'avait choisie sur les conseils bienveillants de Washington. Et ensuite, elle a été la seule candidate à être présentée devant le Parlement européen, qui n'a donc plus qu'à avaliser Madame von der Leyen, et ce qu'il s'apprête d'ailleurs à faire probablement aux prochaines élections européennes, à moins qu'il y ait un grand glissement vers les pays et vers les partis ou souverainistes ou anti-européens. Voilà, donc bien sûr que je vais revenir sur la situation russe, mais notons déjà que la présidente de la Commission européenne n'a même pas été confrontée à 3 autres candidats. Alors pour en revenir à Vladimir Poutine, si je lis bien le magazine Le Point, pourquoi est-ce que le magazine Le Point dit que ce sont des pseudo-opposants ? Parce qu'il s'indigne de ce que ce sont tous des partisans de l'intervention russe en Ukraine. Tous partisans de ce que Vladimir Poutine a appelé l'intervention militaire spéciale. Alors, je suis assez d'accord sur le fait que ça n'est pas normal. Normalement, s'il y avait une véritable démocratie, eh bien, il aurait dû y avoir tous les candidats qui le peuvent, qui ont un soutien populaire, auraient pu l'être, et en particulier
non pas Navalny, Navalny, ça c'est une blague, c'est un agent de l'étranger, c'est un agent des services américains, et qui avait une réputation très faible, qui était essentiellement soutenu à Moscou et un petit peu à Saint-Pétersbourg. Mais il y avait un autre candidat qui s'appelait Boris Nadezhdin, justement, qui était un candidat plus modéré et qui avait commencé à percer un petit peu dans l'électorat, parce qu'il y a en Russie une partie de l'électorat, assez faible en réalité, mais une partie quand même qui existe, de gens qui sont fatigués de la guerre et qui trouvent qu'il faudrait maintenant arrêter le conflit en Ukraine au plus vite possible. Alors, c'est vrai que c'est dommage, que ça n'est pas bien, et qu'il n'y ait pas eu d'opposants à la guerre. Dont acte. Mais ce que je trouve assez rigolo, c'est que qu'est-ce qui s'est passé en France aux élections présidentielles de 2022 ? Eh bien, tous les candidats qui sont réussi à avoir les parrainages étaient tous pour l'Union européenne, pour l'euro et pour l'OTAN. Et également pour l'Ukraine et contre la Russie. Moi, vous le savez, à la suite d'une manipulation énorme, ou d'ailleurs il y a eu des ramifications au plus haut sommet de l'État, puisque j'ai eu plus personnellement au téléphone à 2 reprises M. François Bayrou, qui s'était arrogé le droit de donner des parrainages à ceux qui n'en avaient pas assez, eh bien, M. Bayrou en fait, avait refusé de me donner le nombre de parrainages qui manquait, préférant avoir un deuxième candidat trotskiste en la personne de M. Poutou, dont je rappelle qu'il n'est pas favorable à la sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Et ça faisait un doublon avec, d'ailleurs, Nathalie Arthaud. Voilà. Donc, en fait, eh bien, moi, je suis dans la position en France, eh bien, de Navalny ou de Nadezhdin, c'est-à-dire, justement, un candidat qui a été écarté. Et lorsque on parle de faux opposants ou de pseudo-adversaires dans le magazine Le Point ou dans toute la presse française, eh bien, en fait, on dit que la presse française s'indigne que ces pseudo-adversaires soient tous d'accord sur les sujets stratégiques, mais c'est la même chose pour nous. En ce moment même, commence la campagne pour les élections européennes. Il ne vous a pas échappé que je suis totalement interdit des grands médias. Totalement interdit des grands médias. Alors que je suis celui qui propose depuis 17 ans et qui va présenter une liste pour appeler les Français au Frexit, à sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Or, ce débat est interdit en France, de la même façon que le débat est interdit en Russie pour savoir s'il faut mettre un terme à la guerre en Ukraine. C'est exactement pareil. La meilleure preuve, regardez ce débat qui a eu lieu, organisé par Public Sénat. C'est le premier débat qui a eu lieu, Public Sénat, avec, regardez, les 8 têtes de liste, où vous voyez qu'il y avait Madame Valérie Hayer, donc pour Renaissance, il y avait François-Xavier Bellamy pour les Républicains, il y avait Marion Maréchal pour Reconquête, il y avait, non pas Bardella, parce que Bardella a considéré que c'était trop minus pour lui. Lui était une personnalité d'une beaucoup plus grande importance pour que d'aller s'exprimer devant Public Sénat et devant la presse quotidienne régionale. Donc il avait délégué M. Thierry Mariani pour le Rassemblement national. Et puis côté gauche, il y avait M. Glucksmann pour le Parti socialiste, Mme Marie Toussaint pour EELV, M. Léo Desfontaines pour le Parti communiste français et Mme Manon Aubry pour LFI. Et bien sur ces 8 têtes de liste, 8 listes, il n'y en a aucune qui propose de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Et la liste que j'ai annoncée depuis maintenant des mois, qui sera bien présente, puisque nous avons bientôt 50% des fonds nécessaires pour mener notre campagne, donc nous serons là et bien là, eh bien, il n'est jamais mentionné cette liste, et nous ne sommes pas invités à ces débats. Donc en fait, la situation en France, c'est la même en fait qu'en Russie de ce point de vue-là, c'est-à-dire que l'élection est faussée. Alors, ceci étant dit maintenant, quels ont été les résultats ? Les résultats, je l'ai dit, je crois, tout à l'heure. À l'heure où je parle, c'est pas encore tout à fait définitif, mais enfin, en gros, on sait qu'il y a eu 87 à 88% des suffrages obtenus, avec un taux de participation important de l'ordre de 75%. Taux de participation important de 75%, mais qui n'est pas pour, je crois, 114 millions d'électeurs, ça n'est pas non plus un taux écrasant de participation. Je rappelle par exemple qu'à l'élection présidentielle française de 1981, le deuxième tour qui opposait Valéry Giscard d'Estaing à François Mitterrand, eh bien la participation avait été supérieure de mémoire à 81%, c'est-à-dire que l'abstention avait été de l'ordre de 19%.
Là, on a une participation de 75%, ce qui est élevé, mais qui n'est pas extraordinairement élevé. Ça veut dire au passage qu'il y a 24-25% des Russes qui ne sont pas allés voter. Voilà, comme dans un certain nombre, dans beaucoup de pays démocratiques d'ailleurs, enfin démocratiques, occidentaux, prétendument démocratiques, l'abstention est supérieure. Voilà. Donc cette abstention ne donne pas à penser qu'on a affaire à un régime nord-coréen avec 99% de participation et 99,9% de vote en faveur du grand leader, seul candidat. On n'est pas du tout, mais alors pas du tout, dans la même situation. Alors, il est intéressant de regarder le score qu'a obtenu Vladimir Poutine depuis un quart de siècle. Regardez ces pourcentages. En l'an 2000, Vladimir Poutine avait obtenu 53,4% des suffrages. En 2004, 71,9%. En 2008, il n'avait pas été candidat parce que la constitution russe de l'époque empêchait qu'un président ayant été élu 2 fois puisse se représenter une 3e fois consécutive. Il s'était fait représenter en quelque sorte par Dimitri Medvedev, qui avait obtenu 71,3% des suffrages. En 2012, là, il s'était représenté de nouveau. Il avait baissé à 64,4%. En 2018, il avait bondi à 77,5%. Et en 2024, il est autour de 87-88%. Alors, qu'est-ce que l'on peut tirer de ces pourcentages ? D'abord, que ce sont des pourcentages qui sont très élevés depuis 2 élections. Mais pour les élections précédentes, on a des pourcentages qui finalement ne sont pas spectaculairement différents de ce que l'on peut trouver dans une démocratie. Lorsque Poutine a été élu en 2000 avec 53,4% des suffrages, c'est quand même pas l'image d'un pays totalitaire que de montrer ça. Il y avait eu d'ailleurs à l'époque un très fort score obtenu par le Parti communiste russe. Lorsque il a fait 71% en 2004 et 64% en 2012, on est dans des pourcentages qui sont à peu près ceux obtenus par Macron face à Marine Le Pen au 2e tour en 2017 puis en 2022. On est à peu près dans le même genre de pourcentage. Alors effectivement, les pourcentages sont très élevés depuis l'élection présidentielle de 2018 avec 77,5% et surtout celle actuelle avec 87% des suffrages. Mais est-ce que c'est la preuve qu'il y a bourrage d'urne ou qu'il y a une élection complètement truquée? L'élection, elle est en partie falsifiée, c'est exact. Je l'ai dit par le fait que tous les candidats qui pourraient s'exprimer n'ont pas pu le faire. Dont acte, je le dis et je le redis, donc cette élection n'est effectivement pas complète. Mais c'est exactement la même situation que dans la plupart des pays du monde. Par exemple, aux États-Unis, je signale qu'il y a toujours beaucoup d'autres candidats que le candidat investi par le Parti démocrate ou par le Parti républicain. Biden par les démocrates, Trump par les républicains. En fait, il y a une douzaine de candidats des Verts, candidats du Parti communiste américain, candidats des consommateurs, et ci et ça, mais qui sont totalement, en fait, écrasés par la machine médiatique et politique américaine. Voilà. Donc, la situation en Russie n'est pas satisfaisante, mais on a un système qui, en fait, est à peu près comparable à ce qu'on trouve dans les pays dits occidentaux. Alors ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que le score fait par Vladimir Poutine cette année est de 87%, ce qui est très élevé. Tous les observateurs, et en particulier les instituts de sondage, il y a un institut de sondage qui est présent en Russie, mais qui est plutôt tourné vers l'Occident et qui donne des sondages fiables, tous les observateurs honnêtes. Je ne parle pas des agents de la CIA, style Nicolas Tenzer, Raphaël Glucksmann et compagnie. Ça, c'est pour la rigolade. Ce sont des gens qui sont là pour annoncer ce que leurs maîtres d'outre-Atlantique leur disent d'annoncer. Mais tout le monde sait, les gens sérieux savent qu'en réalité, Vladimir Poutine est très populaire en Russie et a fortiori en temps de guerre. C'est d'ailleurs un grand classique. Lorsque Margaret Thatcher avait fait l'intervention au Malouines après l'invasion argentine, d'un seul coup, la popularité de Margaret Thatcher avait bondi. Elle avait remporté haut la main les élections qui avaient suivi. C'est quelque chose qui est assez classique. On peut d'ailleurs se demander si les appels à la guerre faits par Macron
depuis qu'il a régulièrement dit qu'il va envoyer des soldats, la façon qu'il a de dramatiser la situation en Ukraine. En fait, certains pensent, notamment toute la presse allemande ne dit que cela, qu'en fait c'est des rodomontades uniquement destinées à l'opinion publique française interne pour les élections, pour éviter le désastre qui s'annonce pour la liste dirigée par Madame Ayer. En fait, il s'agit tout simplement, peut-être, dans la part de Macron, d'essayer de jouer les chefs de guerre et donc d'avoir un petit peu de popularité. Donc, il y a certainement cet effet qui a joué. J'ai reçu d'ailleurs, il y a quelques jours, vous avez vu d'ailleurs la vidéo que l'on a diffusée, j'avais reçu Irina Dubois, qui est franco-russe, qui vit à Paris, et qui travaille pour le dialogue franco-russe, et qui avait dit, reportez-vous à cette vidéo qui est sortie il y a une semaine, eh bien, elle avait dit à peu près ce qui allait arriver. Elle pensait que Vladimir Poutine ferait dans les 84. C'était les derniers sondages. En fait, il semble qu'il y a eu une participation un peu supérieure à celle qui était prévue et qui a joué encore plus en faveur de Vladimir Poutine. Et elle avait également signalé qu'il y aurait sans doute peut-être un certain vote qui s'orienterait vers Davankov. Davankov, c'est celui dont j'ai parlé en dernier, cet homme d'affaires de 40 ans, et qui a été celui qui a été un peu le plus critique vis-à-vis de Vladimir Poutine, notamment parce qu'il a critiqué la décision qui avait été faite d'écarter Nadezhdin, qui était ce candidat qui voulait avoir une position différente sur l'Ukraine et prêchant notamment pour un arrêt des combats et une espèce d'armistice. Voilà. Alors, il y a quelque chose dont je me suis préoccupé, c'est que je me suis dit, mais est-ce qu'on pourrait savoir comment ont voté les Russes qui vivent à l'étranger? Ça, c'est intéressant. Et donc, actuellement, d'après ce que l'on m'a dit, il semblerait qu'à l'étranger, les Russes de la diaspora russe qui vivent à l'étranger ont voté beaucoup plus pour Davankov qu'à l'intérieur de la Russie. Voilà. Mais dans des scores que je vais vous indiquer pour un certain nombre de grandes villes, parce que je trouve ça tout à fait intéressant. Alors, à Washington, aux États-Unis, les gens sont allés voter à l'ambassade russe aux États-Unis. Les gens, c'est-à-dire les Russes, les Russes vivant aux États-Unis. Certains d'entre eux sont peut-être d'implantation récente, mais certains sont depuis très très longtemps aux États-Unis. Ils ont la double nationalité, ils sont américano-russes. Un peu comme Irina Dubois, elle nous avait expliqué qu'elle a 42 ans, elle vit en France depuis 13 ans, puisqu'elle s'est mariée avec un Français depuis l'âge de 29 ans. Donc Irina Dubois est allée voter à l'ambassade de Russie à Paris. Donc on a aux États-Unis, comme dans tous les pays du monde, des Russes qui sont de la double nationalité, qui peuvent voter, et qui donc sont pleinement immergés dans le contexte, par exemple, américain ou français. Et donc, ils ont énormément d'informations de la propagande que nous subissons. Alors, dans ce cadre, à Washington, Vladimir Poutine a obtenu 54,9% des suffrages et Davankov a obtenu 27,97% des suffrages avec 13% de bulletins de vote annulés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Vladimir Poutine, au lieu de faire 87, a fait 55. C'est évidemment nettement moins, mais c'est quand même majoritaire. C'est même la majorité absolue parmi les Russes vivant aux États-Unis et votant à Washington. Davankov, qui lui a été donné aux alentours de 5%, a obtenu 27,97%, et donc beaucoup plus. C'est donc ce parti, le parti des nouvelles personnes, des nouveaux gens, parti libéral, a été un peu un vote protestataire à l'encontre de Vladimir Poutine. Quant aux 13% des bulletins de vote annulés, comment faut-il les analyser? En règle générale, il y a toujours, dans toutes les élections dans le monde entier, il y a toujours 3, 4%, 5% de votes annulés. Là, s'il y en a 13, ça veut dire qu'il y a 8 à 10% de gens qui ont fait délibérément des bulletins nuls. Alors pour qui ont-ils voté? J'ai pas le détail, mais il est assez probable qu'il y en a qui ont dû mettre Navalny, d'autres qui ont dû mettre peut-être Nadezhdin, ou d'autres qui ont tout simplement barré tout ça pour mettre des choses fantaisistes. Ça veut donc dire que voilà ce que ça représente dans l'opposition à Poutine, dans le sein des saints, si je peux dire, de l'opposition, c'est-à-dire dans la capitale américaine. Alors on continue. À New York, Davankov est arrivé devant Vladimir Poutine, 36,97, Poutine 35,94, donc quasiment à égalité, avec 22% de votes nuls, donc ça c'est beaucoup. 22%, ça veut dire qu'il y a certainement là-dedans des partisans de Nadezhdin et de Navalny. À Houston, Poutine est à 42,21 devant
Davankov à 37,7 avec 15% de bulletins nuls. À Toronto, au Canada, Poutine arrive avec la majorité absolue avec 52%, devant Davankov qui est à 30% avec 14% de bulletins nuls. À Mexico, Poutine a la majorité absolue des électeurs russes votant avec 52-53% devant Davankov à 28,3% et 11,8% de bulletins annulés. À Rio de Janeiro, Poutine à 45,8%, Davankov à 32% avec 10% de bulletins annulés. À Buenos Aires, là, Poutine fait une contre-performance. Il est à 20% des suffrages à l'ambassade à Buenos Aires. Davankov est à 54% avec 19% de bulletins annulés. À Santiago du Chili, Poutine, là, pour le coup, fait au contraire un triomphe avec 60,88% des suffrages devant Davankov, 28% et 4% de bulletins nuls. D'après ce que je crois savoir également, j'ai essayé de savoir quels étaient les résultats pour la France. Et on me dit, mais je n'ai pas réussi à voir les chiffres à l'ambassade de Russie en France. On me dit que ça serait à peu près comme partout à l'étranger. C'est-à-dire que, pas comme partout, mais comme dans un certain nombre de villes américaines. C'est-à-dire que Davankov et Poutine seraient à égalité. Il y aurait peut-être un léger avantage, paraît-il, dans la seule ville de Paris. Ça ne concerne pas les consulats ailleurs, notamment consulats à Marseille, etc. Mais à l'ambassade de Russie à Paris, eh bien, Davankov aurait 38% des suffrages et Poutine 36%. Pour des franco-russes, dont certains ont la nationalité russe et vivent certains depuis 35 ou 40 ans en France, voilà, et qui sont en fait, ils ont gardé la nationalité russe, mais ils sont d'abord et avant tout des Français. Et donc, ils entendent d'abord et avant tout ce qu'on entend tous à la télévision et à la radio. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de cela ? Eh bien, le résultat global de l'élection, Poutine, sur 99,75% des bureaux, était donné à 88% des suffrages. Je vous l'ai dit, ça reste à stabiliser. Peut-être un petit peu plus que 88 ou un petit peu moins. Certains disent 87,5, d'autres 88, d'autres 88,5. En numéro 2, ce serait donc le communiste Kharitonov qui ferait 4,36% des suffrages alors qu'il avait fait 13% à l'élection antérieure, donc c'est-à-dire un effondrement du candidat du Parti communiste. Plus exactement un transfert des électeurs du Parti communiste vers Poutine, puisque nous sommes en temps de guerre, et donc c'est le soutien derrière le chef de la nation. Davankov, les nouvelles personnes, arrivent en 3e position au niveau national avec 3,89% des suffrages. Et Slutsky, donc du Parti libéral-démocrate, arrive en dernière position avec 3,25% des suffrages. Voilà. En 2018, je rappelle que Poutine avait fait 76,7, je l'ai dit tout à l'heure, et le candidat du Parti communiste, Grudinin, avait fait 11,8%. Donc là, il tombe à 4, c'est pas le même candidat, mais il tombe à 4,36. Donc, ce qui est intéressant à voir, c'est que tout ce que je vous dis est intéressant, je trouve. Ça veut dire qu'il y a eu un rassemblement massif derrière Vladimir Poutine, qui a pénalisé les autres candidats et notamment le candidat du Parti communiste, que Poutine avait obtenu 60 et quelques % des suffrages à l'avant-dernière élection, et là il est passé à 88, que c'est une élection évidemment triomphale, et qu'il y a une différence entre les Russes qui vivent en Russie, qui sont évidemment ultra-majoritaires, 114 millions d'électeurs, et puis les Russes de l'étranger, la diaspora de l'étranger, où l'on voit qu'il y a une légère, ça dépend des endroits, mais la candidature d'Avankov, qui est la candidature d'un homme nouveau, plus jeune, de 40 ans, qui vient dans un certain nombre de villes concurrencer, voire légèrement dépasser celle de Vladimir Poutine, sauf à Buenos Aires où il l'écrase, mais que dans d'autres villes, en règle générale, Poutine arrive en première position et parfois avec une majorité absolue, alors même que nous sommes dans la sphère des médias occidentaux. Alors, tout ceci pour dire que, selon toute probabilité, les scrutins a été honnête, a été fiable. Il a pu y avoir peut-être, je dis ça par précaution, il peut y avoir du bourrage d'urne ici ou là, mais finalement, on n'en sait rien. Et tout ceci est conforme à ce que, je l'ai dit tout à l'heure, à ce que l'on sait de la très grande popularité de Vladimir Poutine, qui n'est pas totale, mais qui fait de l'ordre de 85 à 88% des suffrages.
Alors, je voudrais maintenant prendre de la hauteur de vue par rapport à ça. La hauteur de vue, c'est la réaction des Français, plus exactement des dirigeants français, face à cette affaire, et puis la réaction des dirigeants du monde entier. Il y a les alliés traditionnels de la Russie qui se sont précipités pour féliciter Vladimir Poutine, qui obtient ainsi son 4e mandat à 71 ans, et donc qui va le mener à la tête de la Russie pour encore quelques années, jusqu'à l'âge de 76 ans. Parmi ceux qui se sont été les premiers à féliciter Vladimir Poutine, le président chinois Xi Jinping, le guide suprême de l'Iran, Ali Khamenei, la Corée du Nord, le président de la Corée, enfin le secrétaire général du parti des travailleurs nord-coréens, Kim Jong-un, également Nicolás Maduro, le président du Venezuela, donc en fait les pays traditionnellement amis de la Russie. En revanche, dans la sphère occidentale, on a eu un dénigrement complet de ces élections. Il y a eu le président du Conseil européen, Charles Michel, qui est belge, qui s'est moqué de l'élection au moment même où elle démarrait, en félicitant Vladimir Poutine pour sa réélection, alors que les opérations de vote commençaient à peine. Voilà, sous-entendu, ce vote est complètement truqué et trafiqué. J'ai dit ce que je pense, c'est que je pense que ce vote, en fait, effectivement, le choix n'est pas parfaitement libre, et qu'il y a effectivement, très probablement, une inégalité d'accès aux médias. Mais en fait, tout ça, c'est ce que l'on trouve partout, y compris dans la sphère, et d'abord dans la sphère occidentale. Et puis, il est quand même assez comique de voir que M. Charles Michel, qui est président du Conseil européen, se gausse de ce que M. Poutine va être réélu avec des élections où il y a quand même 114 millions de gens qui sont convoqués aux urnes, et il y en a quand même 75% qui ont fait le déplacement. Donc les gens qui ont fait le déplacement, ils n'avaient pas un pistolet sur la tempe, puisqu'il y en a 25% qui sont restés chez eux. Donc les 75% qui ont fait le déplacement, ils ont fait le déplacement. Il est quand même assez cocasse de voir que ce monsieur Charles Michel dit cela, alors même que, en fait, eh bien, lui-même n'a jamais été élu par personne. Et le président du Conseil européen, avez-vous voté, vous, pour Charles Michel ? Non, jamais, voilà. Pas plus que nous n'avons voté pour Madame von der Leyen, qui, elle, est présidente de la Commission européenne. Et je le disais tout à l'heure. Donc c'est quand même assez croquignolet. Dans le registre croquignolet, il y a aussi la réaction. Alors ça, j'ai trouvé ça. Alors ça, c'est 3 étoiles. Dans le Michelin, c'est vaut le voyage. Et j'ai vu la réaction de Zelensky. Poutine réélu, Zelensky tacle un homme ivre de pouvoir qui veut régner éternellement. Alors ça, c'est quand même... Il faut quand même avoir un sacré coffre pour faire ce genre de déclaration, puisque comme vous le savez, il devait y avoir des élections législatives au mois de novembre dernier en Ukraine et l'élection présidentielle ce mois-ci en Ukraine, et M. Zelensky a fait tout annuler. Il n'y aura plus d'élections. Il a décidé que c'était lui qui était en place. C'est quand même assez fort de café. Et il reproche à Poutine de se faire réélire avec des élections qui, même si elles sont certainement critiquables, comme je l'ai dit, sont quand même... c'est incroyable. C'est absolument incroyable. Voilà. J'ai d'ailleurs vu, on voit défiler dans la presse des gens qui s'indignent de la tyrannie en Russie, que c'est épouvantable, et c'est ça. Ce sont en général des très grands partisans de l'Ukraine. Je rappelle que Zelensky non seulement a annulé les élections législatives en novembre, non seulement a annulé les élections présidentielles qui devaient avoir lieu ce mois-ci, mais en plus de ça a fait interdire par la loi. Il a tout simplement interdit 11 partis politiques en Ukraine, tous ceux justement qui représentaient les minorités russophones, russophiles du Donbass et de Crimée, et également tous ceux qui trouvaient qu'il fallait rester en bon terme avec le voisin russe. Toc, 11 partis supprimés. Et c'est ce monsieur qui donne à la planète entière des leçons de morale et qui délivre un brevet de tyrannie à Vladimir Poutine. Honnêtement, c'est quand même assez dingue. Il faut quand même le faire. Alors, dans la rubrique également 3 étoiles vaut le voyage, j'ai remarqué ça, c'est assez dingue aussi, c'est LCI. LCI qui avait, juste avant les élections, tordu le nez sur les machines à voter électroniques. Il y a en Russie, ici ou là, pas partout, loin de là, mais il y a des endroits, des bureaux de vote il y a du vote électronique. Alors regardez, c'était le 16 mars 2024, donc il y a quelques jours.
il y a eu une vidéo qui a été faite par NCI, présidentielle en Russie, comment le vote électronique devrait servir les intérêts de Poutine. Sous-entendu donc que ce vote électronique était bidouillé. Mais alors ce que je trouve extraordinaire, c'est que ça c'est le 16 mars 2024, mais si on revient un an et demi en avant, c'était le 9 novembre 2022, sur LCI, vous aviez là un article, c'était « Aux États-Unis comme au Brésil, le vote électronique est au cœur des théories complotistes ». C'est-à-dire que le fait que Biden ait gagné sur Trump avec notamment des votes électroniques, ou bien que Lula ait gagné sur Bolsonaro au Brésil, qui était un candidat trumpiste, ça a été gagné avec des votes, en partie avec des votes électroniques, ça a été très critiqué. Ceux qui critiquaient avaient tort, c'était du complotisme. Voilà. Mais là, lorsque Poutine est réélu avec notamment des votes électroniques, alors là, c'est en revanche un scandale. Et en fait, le vote électronique a été bidouillé. Alors, il faudrait savoir. Personnellement, je rappelle que le mouvement politique que j'anime, c'est depuis longtemps prononcé, ça fait depuis plus de 10 ans, nous sommes contre tout vote électronique. Nous sommes en faveur d'un vote manuel, papier, dans une urne transparente, au vu et au su de tous. Voilà. Nous nous fichons complètement de ce que ça prend beaucoup plus de temps qu'un processus électronique. La seule chose que nous savons, c'est que c'est le vote qui procure le moins de contestation possible, parce que tous les gens peuvent voir tout le processus du vote et peuvent voir de leurs yeux, effectivement, qui a voté quoi. Alors que tout le monde sait que le vote électronique, les machines Dominion ont fait beaucoup parler d'elles aux États-Unis, le vote électronique peut être absolument magouillé sans aucun problème, très facilement et de façon absolument invisible. Il suffit que dans le décompte des machines électroniques, par exemple, un vote sur 10 ou sur 20 soit comptabilisé en faveur d'un autre candidat plutôt que de celui pour lequel vous avez voté, et puis votre vote, comme ça, disparaît dans les sables, en fait. Voilà. Alors, ce que je trouvais assez drôle, c'est ce deux poids, deux mesures qui signe en fait l'indécence en fait de LCI. C'est plus des journalistes, ça, ce sont des propagandistes. Ce sont des gens qui piétinent, en fait, la charte de Munich. Parce que de deux choses l'une, soit il faut se méfier des votes électroniques à ce moment-là, c'est vrai pour la réélection de Biden, pour l'élection de Lula, comme c'est vrai pour l'élection de Poutine, ou bien il faut en faire parfaitement confiance, et à ce moment-là, tout le monde est justifié. Mais je vais garder le meilleur pour la fin. La fin, c'est quand même les déclarations officielles du gouvernement français. Le Quai d'Orsay a jugé bon de pondre un communiqué officiel pour ces élections. D'après des rumeurs qui m'étaient parvenues, il y avait tels esprits un peu échauffés ici ou là qui, au sein du ministère français des Affaires étrangères, avaient envisagé, il y a quelques semaines, de ne pas reconnaître la réélection de Vladimir Poutine. Ça aurait été assez grandiose, assez rigolo, parce que qu'est-ce qui se serait passé? Rien. Voilà. Ça aurait été à peu près du même acabit que lorsque Macron a refusé d'accepter que l'ambassadeur de France au Niger soit déclaré persona non grata. Donc il a fait de la résistance pendant 3 semaines. Jusqu'au bout de 3 semaines, les forces nigériennes, les forces armées avaient ceinturé l'ambassade de France, et ils avaient coupé l'eau, ils avaient coupé l'électricité. Au bout de 3 semaines, l'ambassadeur il puait comme un chacal, il s'était pas lavé pendant 3 semaines, en fait, etc. Les conditions d'hygiène devenaient dramatiques, et donc finalement, la France a été obligée, toute penaude, de rapatrier l'ambassadeur à Niamey. C'était ridicule. Donc là, on a failli avoir un peu le même truc, c'est-à-dire la France aurait pas reconnu la réélection de Vladimir Poutine. Qu'il y a des gens à qui ça ne fait pas plaisir, ça je le comprends parfaitement. Mais ne pas reconnaître une évidence, c'est la marque finalement d'un pays en pleine déliquescence, en pleine débilité en fait. Je voudrais rappeler ici un point fondamental et sur lequel il faudra bien revenir un jour. C'est que la tradition diplomatique française, en tout cas c'était comme ça du temps de Charles de Gaulle, mais c'était une longue tradition, c'était que la France ne reconnaissait pas les régimes, elle reconnaissait les États. C'est-à-dire que c'est une application d'ailleurs de la Charte des Nations Unies de 1945 qui interdit les ingérences dans les affaires intérieures des autres États.
C'est-à-dire que pour la France, eh bien, on devait avoir des relations diplomatiques avec le monde entier, avec tous les États du monde, même si le régime ne nous plaisait pas. Même si c'était un régime dictatorial, même si c'était d'ailleurs la grande majorité des régimes dans les années 60, dans l'ensemble des pays du monde étaient des régimes dictatoriaux, eux, ça s'est à peine amélioré. Bon, on peut même dire que ça s'est beaucoup dégradé dans la sphère occidentale. Mais c'est comme ça. Voilà, on doit reconnaître les États-Unis d'Amérique, que ce soit Trump ou que ce soit Biden. On n'imagine pas que la France rompe ses relations diplomatiques ou refuse de reconnaître l'élection de Biden lorsqu'elle a eu lieu, de même qu'elle refuse de reconnaître l'élection de Trump lorsqu'elle avait eu lieu. Voilà. Donc ça, c'était la grande tradition française. C'était d'ailleurs sur cette base que Charles de Gaulle avait décidé de reconnaître la République populaire de Chine contre le régime de Taïwan, parce que c'était un legs de la 4e République sous influence américaine. De Gaulle a voulu revenir aux fondamentaux, que même si le régime de Mao Tse-tung ne plaisait pas, c'était le régime qui était à la tête de, à l'époque, 500 millions de Chinois ou 800 millions, vous rappelez-vous, les grandes incertitudes démographiques à l'époque sur le recensement en Chine. Bon. Donc normalement, la France aurait dû faire, prenant acte de ça, elle aurait dû présenter ses félicitations à Vladimir Poutine pour sa réélection. Normalement, exactement ce qui serait passé sous De Gaulle, mais aussi sous Pompidou, sous Giscard, sous Mitterrand ou sous Chirac, le Quai d'Orsay, que je connais bien de l'intérieur, aurait rédigé une formule de ce type, un communiqué. Le gouvernement de la République française, ou bien le président de la République, ou bien M. Emmanuel Macron, félicite Vladimir Poutine pour sa brillante réélection à la tête de la Fédération de Russie. Il espère que cette élection sera le point de départ d'un nouvel élan dans les relations franco-russes et qui permettra d'aboutir rapidement à la cessation du conflit en Ukraine et à des négociations permettant d'obtenir la paix. Voilà. On n'en disait pas plus. On montrait que la France souhaitait avoir une œuvre de paix. On n'en faisait pas des tonnes sur la réélection de Poutine. Bon, la moindre des corrections en matière diplomatique, c'était qu'on le félicitait. Point barre. Mais c'est pas du tout ce qui a été fait par le ministère sous la houlette du brillant Stéphane Séjourné, qui a fait un long communiqué que ne peux pas me priver de vous lire et de commenter avec vous. Alors voilà quel est ce communiqué. La France prend acte du résultat attendu de l'élection présidentielle par lequel V. Poutine se maintient à la présidence de la Fédération de Russie pour un 5e mandat. Cette formulation a été sciemment choisie pour être offensante. Prend acte du résultat attendu de l'élection présidentielle par lequel Poutine se maintient à la présidence de la Fédération de Russie. Voilà. Imaginez ce que ça aurait été si la Russie, en 2022, à la réélection de Macron, avait dit « La Russie prend acte du résultat attendu de l'élection présidentielle par lequel Macron se maintient à la présidence de la République française pour un 2e mandat ». Ça aurait été assez bien vu, d'ailleurs, parce que cette élection a été complètement truquée en France. Il y a eu d'ailleurs des chiffres bizarroïdes qui ont circulé, puisque jusqu'à 21h40 à peu près, on voyait que Mme Le Pen arrivait en tête, puis après ça, il y a eu des modifications. Tout le monde sait que le débat de 2e tour a été comme le débat de 2e tour de 2017, sciemment saboté par Mme Le Pen pour faire gagner Macron. Tout le monde sait qu'il n'y a pas eu d'élection. Tout le monde sait d'ailleurs que tous les candidats n'ont pas pu se présenter. Moi, j'ai fait l'objet d'un traitement aux petits oignons, décidé certainement à très haut niveau, pour m'empêcher de porter la voix de ceux qui voulaient sortir de l'Union européenne, de l'euro. J'étais le Nadiejdi ou le Navalny de l'étape. Donc voilà, on aurait pu avoir la même chose. Passons. Le communiqué poursuit en disant « Le processus électoral en Russie s'est déroulé dans le contexte d'une répression accrue à l'encontre de la société civile et de toute forme d'opposition au régime, de restrictions toujours plus fortes à la liberté d'expression et de l'interdiction de fonctionnement des médias indépendants. » On dirait que c'est une description de ce qui se passe en France.
en France, enfin, je veux dire, moi, je n'ai pas vu qu'en Russie, il y a eu une trentaine de Russes éborgnés dans des répressions de manifestations, comme on l'a eu pendant les Gilets jaunes. Je n'ai pas vu qu'en Russie, le processus législatif, cet été, 23 articles 49 alinéa 3 pour empêcher la représentation nationale de voter. Je n'ai pas vu qu'en Russie, il y a eu les députés, comme ça a été le cas en France, qui aient été empêchés de se prononcer sur la guerre en Ukraine. Je n'ai pas vu non plus que les médias soient si indépendants que ça en France. Voilà. Quand on voit la façon, par exemple, dont CNews a été morigéné par le Conseil d'État, mais dont on voit aussi la façon dont Macron est derrière le rachat actuel de BFM TV par M. Saadé, qui est un de ses proches, qui a été racheté à Patrick Drahi du groupe Altis, on voit que l'Élysée est à la manœuvre derrière tous les médias. C'est en fait une description de la France qu'on nous propose. Et on continue. Les candidats opposés à la poursuite de la guerre en Ukraine n'ont pas été admis à concourir à l'élection, réduisant significativement son caractère pluraliste. Eh bien, moi, je pourrais dire, le candidat opposé à la poursuite de la construction européenne et à la poursuite de la guerre en Ukraine, c'était moi, n'a pas été admis à concourir à l'élection présidentielle, réduisant significativement son caractère pluraliste. Et j'ajouterais que c'est d'ailleurs ce qui se passe en ce moment pour les élections européennes. Et alors là, c'est le plus beau passage. Les standards internationaux en termes d'égal accès des candidats aux médias durant la campagne n'ont pas été respectés. Enfin, ça, j'ai envie de me le mettre, je sais pas, dans mon living, comme ça, en lettres de feu. Communiqué du Quai d'Orsay, il faut quand même le voir pour le croire. Communiqué officiel du Quai d'Orsay, les standards internationaux en termes d'égal accès des candidats aux médias durant la campagne n'ont pas été respectés. Je rappelle, vous le savez si vous me suivez, je rappelle que pendant la campagne de 2017, il y a eu le silence total sur ma candidature jusqu'à 5 semaines avant le premier tour, m'interdisant de faire campagne dans les grands médias. Et ensuite, pendant les 5 semaines avant le premier tour, lorsque les 500 parrainages ont été acquis, j'ai obtenu 0,8% du temps de parole et 0% du temps d'antenne. Alors que nous étions 11 candidats, et que s'il y avait eu un égal accès des candidats, comme le réclame le Quai d'Orsay, 100% divisé par 11, ça faisait 9% pour chaque candidat. Voilà, il aurait fallu que chacun ait 9%. Au lieu d'avoir 9% du temps de parole, j'ai eu 0,8%. Alors que M. Macron, je le rappelle, a eu 25% du temps de parole, et que sa campagne à lui avait été promue par les grands médias et par les oligarques qui tiennent les médias depuis le mois d'août 2015, lorsque Jacques Attali avait indiqué fin août 2015 que Emmanuel Macron avait l'étoffe d'être un prochain président de la République. Je rappelle ici que M. Macron et son épouse ont eu droit à 186 couvertures de magazines, de tous les magazines People. Je rappelle que pendant 2 ans, il a été présenté dans tous les médias comme le Mozart de la finance, Jupiter, un génie absolu. Le type, on n'avait jamais vu ça. Rappelez-vous comment ça s'est passé. Alors, que le régime Macron vienne nous expliquer, vienne donner des leçons de morale à la Russie sur le fait que les standards internationaux en matière d'égal accès des candidats aux médias durant la campagne n'ont pas été respectés, c'est incroyable. Enfin, c'est d'un culot monstre, en fait, d'un cynisme de type fasciste, en fait. C'est vraiment le rire gras de celui qui sait qu'il ment effrontément et qu'il se moque de la population. Poursuivons d'ailleurs dans ce communiqué. Les conditions d'une élection libre, pluraliste et démocratique n'ont une nouvelle fois pas été réunies, comme c'est actuellement le cas pour les élections européennes, puisque je rappelle que depuis 24 mois, sur l'ensemble des médias du public et privé français, j'ai eu droit, personnellement, et au nom de l'UPR et au nom de la liste que nous allons présenter dans 3 mois, j'ai eu droit à 0 heure, 0 minute et 0 seconde, sauf à une seule exception près, c'est l'émission du 9 mai 2023, où j'avais été reçu à l'occasion de la Journée de l'Europe par André Berkoff sur Sud Radio, que je remercie ici.
Ensuite, la France salue le courage des nombreux citoyens russes ayant manifesté pacifiquement leur opposition à cette atteinte à leurs droits politiques fondamentaux. En réalité, ce n'est pas vrai. J'ai vu des médias qui ont annoncé qu'il y avait eu une 60aine de personnes qui avaient été arrêtées et interpellées. Je n'en ai pas vu de photos. On nous avait dit qu'il allait y avoir des files d'attente extraordinaires à midi dimanche pour montrer l'opposition. Il y a eu 2-3 files d'attente. Enfin, il y a eu une ou deux photos qui avaient l'air d'être des files d'attente banales. En réalité, ça s'est passé très correctement, avec quelques heures ici ou là. Mais enfin, pour 114 millions d'habitants, c'était rien du tout. Je voudrais rappeler ici ce qui s'était passé au moment de l'élection présidentielle de 2022. Au deuxième tour, il y a eu des heurts très considérables avec plus de centaines de personnes à Rennes le soir du deuxième tour après la proclamation des résultats et de la réélection de Macron. Il y a eu également des heurts très importants à Lyon. Donc finalement, il y avait eu plus de troubles à l'ordre public en France pendant le deuxième tour où on a eu la réélection de Macron qu'en Russie. Le communiqué poursuit en disant que la France regrette que, contrairement à ses engagements internationaux, la Russie ait décidé de ne pas inviter la mission d'observation du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme, BIDDH, de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, OSCE, conduisant ainsi à ce que l'élection se déroule hors de toute observation internationale impartiale. Alors ça, je lance ici un appel à toutes les personnes qui me regardent. Personnellement, je vais essayer de voir, j'en avais déjà parlé pour l'élection présidentielle, je vais essayer de voir s'il serait possible d'avoir une mission internationale de l'OSCE, du BIDDH en particulier, qui vienne examiner comment les médias français, comment on a un accès en France aux médias français, comment on est traité sur un pied d'égalité. Voilà, que par exemple, le candidat qui est le plus regardé sur Internet, c'est-à-dire moi, avec nos vidéos qui ont dépassé plusieurs centaines, parfois plusieurs millions de vues, eh bien, comment nous sommes traités dans les grands médias. Ça vaudrait le coup d'avoir recours à l'OSCE. Et en attendant, pour les gens qui m'écoutent, eh bien, je vous suggère d'écrire, de demander très poliment à tous les médias que vous connaissez, de dire « Mais pourquoi vous n'invitez pas M. Asselineau, à Public Sénat, par exemple ?» Comment se fait-il que M. Asselineau, qui a la chaîne de télévision politique la plus suivie de France, n'ait jamais été invité une minute sur Public Sénat depuis, ça remonte à 2017, depuis 7 ans. Comment ça se fait? Voilà, les valeurs européennes, la démocratie, elles sont passées où? Vous donnez des leçons de morale à la planète entière, mais c'est où? Comment ça se passe, en fait, en France? Alors, on termine également, ça c'est quand même pas mal. Là, c'est un festival. La France condamne par ailleurs l'organisation par la Russie de prétendues élections dans les territoires ukrainiens temporairement occupés par la Russie, dans la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol, ainsi que dans une partie des régions de Donetsk, Luhansk, Zaporijia et Kherson. L'organisation illégale de prétendues élections dans les territoires ukrainiens temporairement occupés par la Russie constitue une nouvelle violation du droit international et de la Charte des Nations Unies. La France ne reconnaît et ne reconnaîtra jamais la tenue et les résultats de ces prétendues élections et réaffirme son attachement à la souveraineté, à l'indépendance, à l'unité et à l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Alors là, c'est non seulement archi-bête, mais c'est vraiment très très bête comme communiqué. Parce que reprocher à la Russie d'organiser des élections dans les territoires qui ont été rattachés à la Russie, certes, ça n'est pas reconnu par le droit international, mais il faudrait quand même qu'au Quai d'Orsay, on se rende compte, par exemple, que nous avons un département français, l'île de Mayotte, dont l'appartenance à la France n'a pas été reconnue par la communauté internationale, et bien au contraire, elle figure, l'île de Mayotte figure sur la liste des territoires à décoloniser, et l'ensemble des pays de l'Afrique, d'ailleurs l'ensemble des pays du Sud, protestent à chaque fois qu'il y a des élections françaises à Mayotte. On peut dire d'ailleurs, même si le cas est moins crucial, mais on peut dire que c'est exactement la même chose pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, qui font partie officiellement de la liste des territoires à décoloniser par les Nations Unies qu'évoque ce communiqué. Et on peut dire aussi que la même chose se murmure ou s'avance sur la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane. Alors, il faut vraiment avoir une cervelle de moineau, pour pondre un communiqué comme ça, sans se rendre compte du retour de bâton que cela inspire.
C'est-à-dire que l'ensemble des chancelleries du monde, quand ils lisent ce communiqué, éclatent de rire en disant « Mais attendez, les Français, la diplomatie française se fout de la gueule du monde. Ils reprochent à la Russie de faire ce qu'eux-mêmes font depuis des décennies. » Et encore, d'ailleurs, la comparaison ne vaut pas raison, puisque les républiques qui ont été rattachées à la Russie ont été toujours russes depuis le XVIIIe siècle, le sud du Donbass et la Crimée, et n'ont jamais appartenu à la population polono-lituanienne du nord-ouest de l'Ukraine. Je renvoie à ma conférence sur l'histoire de cette région. Donc vraiment, ce communiqué est absurde. Il ferait mieux de ne pas évoquer ces sujets. Il ferait mieux de rester en mode mineur. Quant à l'idée selon laquelle la France ne reconnaît pas et ne reconnaîtra jamais, c'est dingue. Voilà. Tout simplement parce qu'en politique, et a fortiori en politique internationale, on ne doit jamais dire jamais. Et lorsque je vois qu'au même moment, le Quai d'Orsay a jugé utile de publier de nouveau sur son compte Twitter une petite animation sur le thème « La Crimée, l'annexion de la Crimée est illégale et nous le reconnaîtrons jamais », c'est d'une très grande sottise, en fait. Une très, très grande bêtise. Parce que le monde entier sait que la Russie ne rendra jamais ce qui lui appartient depuis 1784, je crois, 1780, c'est-à-dire la Crimée et le Donbass, ce qui avait été appelé la Nova-Rossia, la Nouvelle-Russie, par Catherine de Russie, qui avait conquis ça sur des principautés relevant de l'Empire ottoman et qui ont disparu. Et le traité de cession à la Russie a été signé en bonne et due forme. Voilà. C'est-à-dire que, comme j'ai eu l'occasion de le dire, je le répète ici, le Donbass et la Crimée ont été rattachés à la République d'Ukraine, qui est un pays composite, constitué par Staline dans les années 1920, pour ce qui concerne le Donbass, et la péninsule de Crimée a été rattachée en 1954 par Khrouchtchev, alors que ça appartenait à la République socialiste fédérative de Russie. En d'autres termes, ces pays d'ailleurs sont peuplés de russophones. Il y a eu des référendums qui ont demandé le rattachement. Alors, la communauté internationale, c'est-à-dire toujours les mêmes, les États-Unis et leurs affidés qui s'abattisent communauté internationale, jurent leur grand Dieu que c'est un scandale d'avoir organisé des référendums. C'est pourtant ce qu'ils ont fait un peu partout, par exemple au Sud-Soudan ou par exemple au Kosovo, pour retirer le Kosovo de la Serbie, alors que ça fait partie intégrante de l'histoire serbe, avec notamment la fameuse bataille du champ des Merles. Là, je m'adresse à tous les Serbes qui m'écoutent et qui se rappellent l'histoire de leur pays, de la Serbie. Voilà ce que l'on pouvait dire sur ces élections russes. Alors, la conclusion de tout ça, c'est quoi ? C'est que la France, encore une fois, a tout faux. Face à cet événement, j'aurais fait le communiqué que j'ai fait. J'aurais félicité Poutine pour sa réélection et j'aurais pris appui sur cette réélection pour essayer d'inaugurer un nouveau chapitre des relations franco-russes et russo-occidentales plus généralement, en appelant à un arrêt des combats immédiats et à une solution de négociation de paix, tenant compte évidemment des réalités. Les réalités, c'est que la Russie ne cédera jamais la Crimée et les républiques du Donbass, qui ont d'ailleurs été rattachées juridiquement par elle, dans son droit interne, à la République socialiste fédérative de Russie. Alors, on peut dire qu'on ne le reconnaîtra jamais, nani. Ça ne change rien au réel. Voilà. Et la politique, ça doit être, notamment la politique internationale, ça doit être d'abord de la politique réaliste, de la réelle politique. Voilà. Il faut tenir compte, comme disait De Gaulle, la politique, ça consiste à partir des réalités, et non pas des fantasmes de tel ou tel cocaïnomane ou incompétent notoire arrivé au pouvoir par la faveur du prince. Il faut espérer que ces élections, finalement, déboucheront justement sur une attitude de la Russie qui sera portée à des négociations de paix. En fait, Vladimir Poutine n'a jamais rien dit d'autre. Mais en conclusion, je voudrais dire aussi quelque chose qui me paraît important. Pourquoi, en fait, Vladimir Poutine a-t-il réussi, est-il si populaire ? Parce que c'est ça la vérité.
La vérité, c'est que même s'il y a eu du bourrage d'urne ici ou là, même si on peut chipoter sur 10%, 15%, même si on peut regretter, comme je le regrette, qu'il n'y ait pas eu des candidats comme le Boris Nadezhdin ou des gens qui soient vraiment des opposants à Poutine qui se présentent, auquel cas Poutine n'aurait sans doute pas fait 84%, mais il n'aurait pas fait 12%. Il aurait, au lieu de faire 84, il aurait peut-être fait 78 ou 75. Pourquoi est-ce qu'il en est ainsi ? Il faut se retirer de l'esprit l'idée qu'un chef de l'État est forcément élu avec une majorité extrêmement ric-rac, comme Macron. Macron a été élu par une minorité d'inscrits. Une minorité d'inscrits. Il faut bien le comprendre. Hein. Macron, c'est pas grand-chose. Je rappelle ici que Emmanuel Macron, au premier tour de la présidentielle de 2022, qui a vu sa réélection, au premier tour, il a obtenu 9 783 000 suffrages pour un corps électoral qui, à l'époque, donc pour le premier tour, était de 47 311 000 inscrits. C'est-à-dire qu'au premier tour de la présidentielle, M. Macron, président sortant, a obtenu très exactement 20,67% des électeurs inscrits. Je dis bien des inscrits. Ça veut dire que parmi tous les Français que vous croisez dans la rue, aujourd'hui, eh bien, il y en a plus de 80% qui ont refusé d'aller se déplacer au premier tour de 2022 pour aller voter pour Macron. Voilà, c'est ça la vérité. Parce que quand je dis plus, c'est que non seulement il y a 80% des électeurs inscrits qui ont refusé d'y aller, mais il y a par ailleurs les jeunes entre, disons, de 14, 15, 16, 17, 18. Ce sont des bouillonnants parfois et qui, ils n'ont pas pu voter. Je pense aussi à toutes les personnes vivant en France et qui peuvent éventuellement participer d'ailleurs à des manifestations, qui sont contribuables, etc., qui n'étant pas français n'ont pas voté, etc. C'est pour ça que je dis que quand vous croisez des gens dans la rue, vous avez aujourd'hui, sur 10 personnes que vous croisez, il y en a plus de 8 sur 10 qui ont refusé d'aller voter pour Macron au premier tour de la présidentielle. Ça mesure la popularité. Et encore, c'était en premier tour de 2022. Aujourd'hui, si ça se trouve, c'est tombé peut-être à 16% ou 15%. Il y a peut-être que une personne, peut-être 85% des gens que vous croisez dans la rue, presque 90% si on est inscrit ceux qui ne sont pas sur les listes électorales, et qui n'a pas voté Macron. C'est ça la réalité sociologique. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, lorsque Macron sort, il a besoin d'être entouré par des gardes entières de CRS pour éviter de se prendre un mauvais coup. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que Vladimir Poutine, même si on nous explique dans les médias occidentaux que c'est l'abomination de la désolation, et même si, encore une fois, je l'ai dit, les élections en Russie comme ailleurs ne sont pas parfaitement transparentes et ne sont pas parfaitement libres et égales, c'est un fait. Mais pourquoi est-ce que la progression des scores de Poutine est importante ? Ben, tout simplement parce que c'est un homme qui restera dans l'histoire de la Russie comme ayant fait du bien à la Russie, ayant servi les intérêts nationaux. Je terminerai là-dessus. C'est notamment son bilan. Au cours des 24 années où il a été au pouvoir, soit directement, soit par le truchement de Medvedev, on peut constater quoi ? De 1999 à 2023, le produit intérieur brut de la Russie est passé de 195,9 milliards de dollars à 2215 milliards de dollars. Il a été multiplié par 11,3. De 1999 à 2023, le produit intérieur brut par personne est passé de 1331 dollars en 1999 à 14 403,57 dollars en 2023. Il a été multiplié par 10,8. L'inflation en 1999 avait été en Russie de 36,56% au cours de l'année. En 2023, elle était tombée à 3,51%. Les réserves en or de la Russie, qui étaient équivalentes en 1999 à 12,6 milliards de dollars, en 1999, sont passées en 2023 à 600,8
milliards de dollars. Les réserves en or de la Russie ont été multipliées par 47,7. La dette de la Russie, qui représentait de la dette de l'État russe, qui représentait 92,11% du produit intérieur brut en 1999, est tombée à 23% du produit intérieur brut en 2023. Je rappelle qu'en France, elle est aux alentours de 115%. Les retraites mensuelles étaient en moyenne en Russie en 1999 de 449 roubles. En 2023, ces retraites sont de 19 322 roubles, c'est-à-dire que, en roubles actualisés compte tenu de l'inflation, les retraites mensuelles du peuple russe ont été multipliées par 15,6 en niveau de vie. Enfin, le revenu mensuel en Russie, qui était de 1523 roubles mensuels en 1999, s'élevait en 2023 à 65 094 roubles, c'est-à-dire une multiplication par 15,4 compte tenu de la dérive inflationniste. Voilà. Donc la réalité, c'est celle-là. Et toutes les personnes qui connaissent la Russie, je ne parle pas des experts de plateau qui n'y ont jamais mis les pieds, ou des gens style Nicolas Tenzer ou style Glucksmann, ou tous ces gens-là qui en fait sont des gens stipendiés, payés par les Américains, tout ça est parfaitement répertorié d'ailleurs, et ils ont accès à tous les médias pour déverser leur venin et cracher sur la Russie. Mais tous les experts impartiaux qui sont allés en Russie, moi je me rappelle que j'étais allé en URSS en sortant de l'ENA en 1985, je suis retourné en Russie en 2015 à l'occasion de la victoire, les 70 ans de la victoire sur le nazisme. C'est le jour et la nuit. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas, évidemment, dans des provinces, des choses qui ne vont pas. Et que c'est, bon. Mais c'est le jour et la nuit. Voilà, c'est un pays qui est en pleine renaissance. Et c'est la raison fondamentale pour laquelle le peuple russe, dans sa très grande majorité, soutient Vladimir Poutine, comme d'ailleurs en son temps il avait soutenu Charles de Gaulle, quand Charles de Gaulle était revenu au pouvoir, le peuple français. Voilà, ça fait partie de ces moments de l'histoire où des gens se reconnaissent dans un dirigeant. Je sais bien que je vais avoir encore une fois les trolls qui vont m'insulter, mais c'est minable. C'est minable. On va avoir encore des gens qui vont dire « alors quel temps il fait à Saint-Pétersbourg, combien vous avez reçu de valises, etc. » En fait, ils ne sont plus que dans l'insulte et dans l'attaque, parce qu'il n'y a pas de débat de fond. On ne peut pas avoir de débat de fond en France sur la Russie. On ne peut pas avoir de débat de fond sur qui a provoqué, qui a entraîné cette guerre en Ukraine. Mais au bout du compte, la vérité finit toujours par triompher sur le mensonge. Et même s'il y a beaucoup de choses à redire sur le régime de Poutine, bien sûr, comme sur tous les régimes, eh bien, on peut considérer qu'il est logique en définitive qu'il ait été réélu pour un 4e mandat. Le drame, c'est que nous n'ayons pas en France, à l'Élysée, quelqu'un qui est la trempe d'un Poutine pour faire redresser la France et enfin défendre la France et se battre pour la France, pour les intérêts du peuple français, et non pas pour les intérêts de l'oncle Sam ou de l'oligarchie financière et de tous les grands fonds d'investissement et de tout le complexe militaro-industriel qui est en train d'amener l'Ukraine à la destruction en attendant d'amener l'Europe à la destruction. Vive la République et vive la France.